Bien, alors on va parler des intoxications chez les chevaux à l'herbage. C'est quelque chose qui a été présenté déjà à NERAC et on va donc profiter aujourd'hui de pouvoir diffuser ça dans toute la France. En effet, il y a, à mon sens, de plus en plus de problèmes d'intoxication liés aux végétaux chez le cheval. On va voir un petit peu pourquoi. Et on va parler des arbres et des arbustes toxiques, puis des plantes herbacées toxiques. Alors, il est impossible, évidemment, en 20 minutes de faire un catalogue exhaustif de toutes les plantes toxiques, mais on va jouer, on va dire, sur l'élément 80-20 et on va parler de 80% des problèmes. En effet, le risque s'accroît très fortement pour les chevaux pour beaucoup de raisons. La première tient au fait que les chevaux maintenant vivent dans tous les environnements possibles. Il y avait très très peu de chevaux autrefois dans certaines régions et en particulier lorsque l'herbe était pauvre, rare et éventuellement de qualité médiocre. Et aujourd'hui, eh bien, vu l'utilisation du cheval, il y a des chevaux un peu partout en France, autour des villes, à la campagne, dans des zones herbagères d'intérêt et dans des zones herbagères où les plantes ont beaucoup de mal à pousser, ou tout du moins les plantes alimentaires. La deuxième raison, c'est que en fait, il y a énormément de plantes invasives, parfois même importées. Par exemple, on verra tout à l'heure avec le sénesson qui a été importé d'Afrique du Sud. Euh, Ça tient à plusieurs facteurs, vraisemblablement. L'extension des friches à un moment donné, l'application pendant quelques années de beaucoup d'herbicides. Et puis, il y a un nouveau facteur qui est la méconnaissance en fait des plantes en général par les gens, par le public, voire encore pire, des comportements totalement inappropriés qui vont générer des intoxications qui n'auraient jamais existé auparavant. Enfin, je souligne que même pour les spécialistes, il est extrêmement compliqué d'arriver à identifier des plantes dans le foin. Pour identifier une plante dans le foin, on recherche des feuilles et c'est à partir des feuilles qu'on peut être sûr de l'identification parce que sinon les tiges, c'est très très peu spécifique. Et donc, lorsqu'on cherche une plante toxique dans le foin, eh bien, on met généralement énormément de temps à rechercher déjà et à trier ces fameuses feuilles qui ne sont pas des graminées, et puis ensuite de faire des analyses qui vont être en général microscopiques, donc feuille par feuille, essayer de trouver la plante en question. Ça signifie que si vous avez une suspicion d'intoxication, il y a énormément de foins où il y a quelques plantes toxiques, bon, sans plus. Il va falloir donner quelques éléments sur la récolte, si ce foin a créé des intoxications ou non, si c'est une première, une deuxième coupe, une troisième coupe, quand est-ce qu'il a été récolté, en gros, qui est pour nous permettre d'aider à interpréter nos observations. Bien, on va passer un petit peu à une question brûlante. Est-ce que les chevaux trient ou pas? Eh bien, la réponse est ça dépend desquels. Il y a énormément de chevaux qui savent trier, fort heureusement. Il y en a d'autres qui ne savent absolument pas trier et encore moins lorsqu'on les change d'environnement. Il est fort probable que la mère a un rôle d'apprentissage vis-à-vis de son poulain pour lui permettre enfin, pour montrer au poulain qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Après, même si l'animal trie extrêmement bien, il y a certaines circonstances où, par exemple, dans le cas du datura, on verra tout à l'heure, où les graines sont tombées par terre et si le cheval broute à ras du sol, eh bien de toute manière là, il ne va pas pouvoir trier. En ce qui concerne la capacité du tri, elle va être aussi modifiée en fonction de l'environnement du cheval, c'est-à-dire que le cheval peut être complètement perdu dans un changement d'environnement, hein. Il passe du nord de la France au sud de la France. Il peut se mettre à faire aussi un peu n'importe quoi lors d'un orage, d'une tempête de vent. Et puis surtout,
Il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'une plante devient intéressante à partir du moment où l'homme s'en occupe. Ce qui signifie que si vous voulez enlever les plantes toxiques d'une prairie, il va falloir faire très attention à ce que les chevaux autour ne vous voient pas. Parce que à partir du moment où vous allez toucher une plante, même cette plante, si cette plante n'était pas touchée auparavant, eh bien le cheval va se dire, bah tiens, bon je caricature un peu, mais les personnes qui s'occupent de moi vont voir cette plante, la ramassent ou la touchent, donc moi je peux la toucher. Donc faites très attention à vous cacher de vos animaux si vous ramassez des plantes toxiques dans une prairie ou dans une prairie fauchée juste avant la fauche. Bien. Dans le foin, on arrive quand même à reconnaître des grandes tiges de rumex, mais bon, en général, c'est pas très. Les chevaux le trient très très bien. Il est important aussi de comprendre que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, eh bien, les plantes toxiques restent toxiques dans le foin. Et le foin est donc de fait, en général, beaucoup plus dangereux que l'herbe, parce que non seulement tout reste toxique, mais l'animal est incapable de trier généralement, bon à part le Rimex, incapable de trier une fois que c'est coupé. Même s'il triait un petit peu avant, ben après, lorsque c'est sous forme de foin, c'est pas possible. Autre élément, il peut être intoxiqué par des fragments de coupe. Alors le cas typique, c'est on a un club ou dans un château, il y a des présences de if AB, on verra tout à l'heure ce que c'est. Eh bien, on a fait des tailles, ces tailles sont tombées dans l'herbe et l'animal, donc, une fois qu'il va brouter l'herbe, eh ben, ne va pas forcément trier ces petits fragments qui sont tombés dans l'herbe. Autre élément qui génère l'impossibilité pour le cheval de se défendre de quoi que ce soit, c'est par exemple les feuilles de laurier rose. Alors, le laurier rose, on verra aussi tout à l'heure ce que c'est. C'est un arbuste dont les feuilles sont coriaces, en général peu appréciées des chevaux, mais qui est extrêmement toxique. Malheureusement, c'est l'arbre qui est très souvent planté un peu partout, parce que c'est l'arbre pour les nuls, ça pousse dans toutes les circonstances. Le problème de ce laurier rose, qui n'est donc généralement pas consommé, est que par exemple, si les feuilles, et surtout les feuilles lorsqu'elles sont mortes, hein, qu'elles sont sèches, quand elles tombent dans l'abreuvoir, eh bien, les substances toxiques percolent dans l'eau. Ce qui fait que l'animal arrive, boit l'eau et s'intoxique, et c'est en quelque sorte une intoxication qu'il ne pourra absolument pas éviter. Évidemment, les intoxications augmentent lorsque les ressources sur place sont insuffisantes. Alors évidemment, on essaye toujours de donner à manger aux animaux, mais il faut penser surtout aux paddocks. Dans les paddocks, il n'y a généralement pas grand-chose à manger. Et si l'animal est laissé un peu longtemps, il va être amené à consommer éventuellement des tiges de plantes, il va essayer d'attraper des branches d'arbres qu'il n'aurait jamais consommées s'il avait été dans une prairie. Ça veut dire que s'il est susceptible de s'ennuyer ou alors s'il est susceptible de rester longtemps dans un paddock, il va falloir ajouter dans ce paddock un peu de fourrage et surtout vérifier qu'il n'y a aucun élément toxique à la portée de l'animal. Autre phénomène assez curieux et assez récent, j'ai vu plusieurs intoxications qui sont liées au fait que les gens qui taillent des haies se disent ah bah tiens, j'ai peut-être un peu la flemme d'emmener ça euh, à la déchetterie. Et à côté, bah, il y a un âne, il y a des chevaux, etc. Bon, ben, alors c'est très bien, ce sont des herbivores, ils vont me consommer ces tailles. Alors c'est une erreur grossière et qu'il faut absolument éviter, parce que la plupart des haies de jardin sont des plantes toxiques. Alors, plus ou moins toxiques, mais à partir du moment où on donne de grandes quantités, ben, c'est forcément toxique. Deuxième chose qu'il faut essayer de gérer, éviter des zones où on laisse se développer n'importe quoi. Ça veut dire que à côté de votre prairie, peut-être qu'il y a des gravières, peut-être qu'il y a des zones où rien n'est coupé, rien n'est désherbé. Donc il va falloir protéger votre prairie, par exemple en mettant des haies, ou alors
eh bien, essayer d'attirer l'attention des propriétaires sur le fait de ne pas laisser en place comme ça des plantes évoluées, des plantes toxiques. On a aussi une augmentation un peu paradoxale qui est liée à les préoccupations, on va dire, écologiques actuelles, c'est-à-dire que maintenant on met plus de désherbants systématiquement sur les routes et les autoroutes, voire à une époque on a même planté des arbres hautement toxiques comme du sumac, et donc on a un réservoir permanent de plantes toxiques qui peuvent se disséminer, par exemple, avec le vent, lors de grands vents. Bon, après, les causes qui font que les plantes toxiques augmentent, eh bien, il y a de moins en moins de produits phytosanitaires autorisés dans les prairies. Il est difficile pour les utilisateurs, les éleveurs de chevaux, de les utiliser parce qu'il faut une autorisation de les utiliser avec un matériel entretenu et adapté. Il faut faire attention aussi, du coup, si vous faites passer un agriculteur, soit pour broyer les refus dans les prés, soit pour passer un produit phytosanitaire, eh ben, de faire attention à ce que son matériel soit bien propre et surtout, bon, on l'a dit, éviter le remassage des plantes devant les chevaux. Alors on va parler des arbustes et des arbres les plus toxiques. Alors, ça peut pas être exhaustif bien sûr, mais on va parler de l'if AB. C'est l'arbre en général que tout le monde connaît, qui est un des plus toxiques que le cheval adore particulièrement. Le cytis, qui est un arbre méditerranéen comme le laurier rose, et puis la découverte il y a quelques années de la cause de la myopathie atypique, l'érable sycomore. Mais n'oubliez pas que la plupart des haies, thuyas, troènes, buis, lauriers, cerises, sont toxiques et que certains arbres sont toxiques, comme des plantes qui pourraient être tout à fait dans les prairies, bon, qu'il ne faut pas systématiquement couper, mais qui dans certaines circonstances peuvent poser problème, comme le robinier, comme les chênes, les noyers, etc. Alors, l'if AB, eh bien, c'est une plante qui était très commune, en particulier autour des châteaux, et qui pousse très facilement sur les terrains calcaires. On voit ici, par exemple, dans l'école vétérinaire, un if AB qui est taillé, et la seule partie qui n'est pas toxique pour les chevaux, c'est cette partie rouge charnue, mais même l'intérieur, le noyau, est toxique. Alors le cheval, très curieusement, consomme assez naturellement cette plante parce que, heu, bon, ça ressemble vaguement à un pin ou un sapin, mais cette plante n'a pas de résine et donc l'animal, mis en présence d'un if, va le consommer et avec de très, très petites quantités, il va s'intoxiquer. C'était quelque chose qui était très connu autrefois, du public parce qu'il y avait beaucoup d'ifs AB dans les cimetières et comme c'était généralement un cheval qui traînait le corbillard, eh bien, il y a eu énormément d'accidents avec le cheval qui, pendant la cérémonie, s'ennuie et allait consommer de l'if AB. Je ne suis pas sûre qu'au jour d'aujourd'hui, les les personnes connaissent aussi bien cette plante et il est parfois pas très facile à l'identifier avec, de nouveaux, épicéas, par exemple, qui sont développés, qui n'ont pas beaucoup de résine. Alors le principe toxique est un alcaloïde essentiellement qui provoque, qui a une action directe sur le système nerveux central et qui va provoquer généralement une mort très rapide après des convulsions spectaculaires et un ralentissement cardiaque. Et même si la mort n'est pas spectaculaire, même si le cheval en a un petit peu moins consommé généralement, même si la mort arrive en quelques jours, eh bien, ça va forcément évoluer en ce sens. Donc l'IFAB est un arbre ou un arbuste, enfin, c'est un arbre tant qu'on l'a pas taillé, et qu'il faut absolument pas mettre en présence de chevaux. Le deuxième arbre qu'il faut absolument pas mettre en présence de chevaux, c'est le cytis. Alors le cytis, c'est quand même devenu un arbre assez rare. C'est un arbre au départ d'origine méditerranéenne qui se caractérise parce que les feuilles sont, alors on voit pas très bien sur ma photo, désolé, en, comme un trèfle. Il y a trois folioles et c'est assez facile à reconnaître aussi lorsqu'elles sont en fleurs parce que c'est la famille des légumineuses, donc appelée autrefois papillonacées, avec cette jolie fleur en forme de papillon de couleur jaune. Et cette plante est donc endémique
principalement dans le sud de la France. Alors cette plante est extrêmement toxique, elle aussi. Elle a pu contaminer parfois des fourrages, mais le plus souvent, c'est parce qu'un cheval va être attaché à côté de cet arbre qui va le consommer. Dans ce cas-là, on aura un peu le même tableau clinique qu'avec de l'IFAB, avec des convulsions dominants et quelques troubles digestifs, avec évidemment un tableau de colique avec un animal qui se jette par terre. Et en général, une très faible quantité suffit à intoxiquer le cheval. Autre arbre ou arbuste à éviter absolument, celui-là tout le monde le connaît, c'est le laurier rose qui a tendance à être planté de plus en plus souvent partout, ce qui m'étonne énormément vu sa toxicité, que ce soit chez l'homme, chez le chien, chez le cheval, chez les animaux domestiques. Et la seule explication que je peux trouver, c'est que en fait, c'est vraiment la plante pour les nuls. C'est une plante qui résiste au froid, au chaud, à la sécheresse et à un excès d'humidité. Alors, on la reconnaît en particulier à ses feuilles. Les feuilles sont coriaces, elles sont allongées, elles ont une forme de muscle. On voit très très bien, alors je suis désolée pour la photo, la nervure primaire et on voit bien les nervures secondaires qui sont joliment parallèles. Et du coup, on a l'impression d'une arête de poisson. Alors, ce laurier contient aussi un hétéroside qui provoque surtout un ralentissement cardiaque spectaculaire. Lorsqu'on ausculte le cheval qui a été intoxiqué, eh bien, on a du mal même à entendre quelques battements cardiaques. Suite à cet ralentissement cardiaque, dit bradycardie, ça va se compliquer en bloc auriculo-ventriculaire, puis une fibrillation qui précède la mort par arrêt cardiaque. Tant que l'animal est encore en bradycardie, on va voir aussi d'autres symptômes parce qu'en fait le cœur n'est plus capable de perfuser les organes. Donc tout l'organisme va souffrir, on va avoir des coliques, on va avoir des convulsions qui sont liées au fait que le cerveau n'est pas assez oxygéné. Et puis en général, la mort survient dans la foulée. Lorsque les feuilles ont percolé dans l'eau d'un abreuvoir, il est quasiment impossible de confirmer l'intoxication. On retrouve les chevaux à côté de l'abreuvoir qui en général pédalaient et l'agonie a été relativement rapide. C'est en général les gens qui ont du mal à imaginer que ce soit possible qui nous appellent, nous disent mais on ne comprend pas, qu'est-ce qui s'est passé? Une autre plante où on n'a pas compris pendant des années, mais je ne vais pas trop développer parce que je sais qu'il y a eu une conférence, qu'il va y en avoir une autre sur la myopathie atypique, c'était euh, l'érable, mais pas tous les érables, au moins au jour d'aujourd'hui. L'érable des montagnes, le grand érable, qui ressemble à beaucoup d'érables, mais une des manières de le reconnaître, c'est lorsqu'on a les fruits qui sont des 10 amarres, de regarder bien l'angle que font les deux amarres entre elles. Cet angle est très fermé par rapport à d'autres érables. Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'identité des érables, parce qu'il y a aussi un autre érable qui est soupçonné d'être toxique aujourd'hui, n'hésitez pas à demander à un botaniste, hein, c'est pas la peine d'enlever tous les érables. La Cernegundo est soupçonnée d'être toxique, je vois les questions. Euh, donc, la Cernegundo, généralement, ne se trouve pas dans les prairies, hein. C'est surtout un érable qui a été planté dans les villes, en bordure des rues, etc. Mais, l'érable sycomore est beaucoup plus fréquent et en général, c'est lui qui est responsable de l'intoxication. On va éviter d'avoir des érables sycomores. Et là, dans ce cas-là, bah, je conseille l'abattage, hein. Il y a quand même d'autres plantes qui ne sont pas toxiques. Donc, ça serait bien de sélectionner les arbres qui ne présentent pas de danger pour les chevaux. Alors, comme chacun sait, parce que ça a été quand même bien communiqué, c'est cet arbre qui explique les myosites qui se produisaient sur des chevaux au pré, qui n'étaient absolument pas surmenés ni faisaient un effort intense. Et suite à l'ingestion soit des fruits, soit des repousses qui naissent des fruits, et on a mis des années à comprendre, une myosite aiguë, c'est-à-dire une destruction très rapide
des cellules musculaires, avec un cheval qui est extrêmement douloureux, qui se met à uriner très foncé, qui se couche et qui meurt très très souvent, même malgré un traitement symptomatique. En fait, cette plante contient un oxydant puissant qui provoque une hémolyse et une myolyse massive. En ce qui concerne donc ces arbres, eh bien, les plus toxiques, je vous les ai présentés, même si ce n'est pas exhaustif. Par prudence, je pense qu'il serait nécessaire d'éviter de les avoir dans les prairies, dans les clubs. Parfois, des circonstances vraiment très 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 bizarres, euh, très très bizarres concourent à une intoxication. Je me souviens de ma fille qui, pendant un concours complet, avait fait brouter son cheval parce qu'il est un petit peu compliqué. Et le seul endroit où il restait un peu d'herbe verte dans le club où elle était, donc le cheval fonce dessus et commence à brouter. Et en fait, à cet endroit-là précisément, il y avait des résidus de taille d'if qui avaient été coupés et non ramassés. Donc, même si les chevaux n'y avaient pas accès directement à l'if, ils avaient accès à ces euh, petites repousses. Enfin, c'est pas ces repousses, mais ces résidus de taille. Bien, on va attaquer aux plantes herbacées. Et les plantes herbacées, au jour d'aujourd'hui, le plus gros problème est lié au sénesson du Cap. Ce sénesson est vivace. Il est capable d'avoir plusieurs cycles de floraison, de fructification par an. Il est capable de pousser, si vous en avez déjà vu, à peu près partout, même sur des parkings où il y a un vague bout de terre. C'est une plante qui a été importée malencontreusement d'Afrique du Sud et qui s'est très très bien adaptée à la France, qui a colonisé aujourd'hui toute la France en partant de Mazane. Cette plante, donc vous voyez, ici il s'agit d'un seul individu. Chaque individu, donc généralement, se ramifie déjà beaucoup à la base, puis chaque inflorescence contient des milliers de petites fleurs. Les petites fleurs, c'est ce qu'il y a au centre du truc plat là, lorsqu'on a effeuillé dite la marguerite, qui donne des fruits hein, qui se disséminent avec le vent. C'est-à-dire que même si dans votre prairie, au départ, il n'y a pas de sénesson, vous fait capable d'être envahi de sénesson, ben, rien qu'avec ces fruits qui arrivent avec le vent. Donc, un des premiers conseils à donner, c'est remettez des haies autour des prairies de vos animaux. Des haies non toxiques, bien sûr. Donc, ce sénesson, on peut le trouver toute l'année. Toute l'année, en hiver même, parfois, et c'est la seule chose qui sort de la neige. Il va repousser plusieurs fois. Bon, il meurt, il reprend, etc. Mais il est présent toute l'année. Le deuxième sénesson qui existe en très grande quantité en France, c'est le sénesson de Jacob. Alors on le trouve principalement quand même dans le sud et il est beaucoup plus facile à identifier. Moi je trouve que le sénesson du Cap, parce qu'il est grand, en général à la saison des foins, c'est-à-dire maintenant, l'herbe fait à peu près 70 cm de haut et généralement les sénessons font environ 1 mètre. Ils se divisent non pas à la base, mais à l'extrémité des tiges. Et en général, donc, on voit une espèce de d'ombelle qui arrive au-dessus de la prairie, hein, avec toutes ces capacités là aussi hein, de s'étendre. Alors, c'est une plante annuelle, mais là aussi, la quantité de graines qui va être possiblement disséminée par le vent est absolument stupéfiante. Alors, il ne faut pas non plus oublier un sénesson qui ne ressemble pas aux autres, qui est simplement un sénesson très commun, alors lui qu'on trouve aussi très fréquemment toute l'année, qu'on appelle le sénesson vulgaire, qui pousse partout, même sur les trottoirs, et qui lui aussi contient strictement les mêmes substances toxiques. Alors tous ces sénessons contiennent des alcaloïdes très particuliers qui ont une action directe sur le foie, provoquant une insuffisance hépatique. Alors souvent sous un mode chronique, mais si jamais l'animal consomme énormément de sénesson d'un coup, on peut avoir une intoxication aiguë qui en général est spectaculaire, avec un animal qui semble complètement fou, qui fonce tout droit sur lui, qui ne semble ne rien voir, hein, et qui va finir par mourir parfois quelques kilomètres plus loin. En général,
L'intoxication est plutôt sur le mode chronique, c'est-à-dire que l'animal va manger un petit peu de ses naissons chaque jour, en général pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et cette consommation régulière va générer une insuffisance hépatique progressive, dont le premier symptôme est un amaigrissement sans perte d'appétit. Dans un deuxième temps, on a aussi apparition de coliques, puis un amaigrissement, mais avec perte d'appétit, donc l'amaigrissement s'aggrave. Parfois, les muqueuses deviennent jaunâtres, et puis, en fin d'évolution, on voit apparaître des troubles nerveux, parce que le foie n'est plus capable d'éliminer les substances toxiques de l'organisme, et en particulier l'ammoniac. Dans les cas assez modérés, comme le foie ne marche plus, on peut observer parfois des animaux qui sont photosensibilisés, c'est-à-dire qu'ils sont brûlés à certains endroits, les parties claires avec la peau, le poil clair et au regard du soleil, simplement parce que là aussi, le foie est peu capable de métaboliser tout simplement la chlorophylle. En général, les animaux qui commencent à avoir des troubles nerveux vont évoluer doucement vers la mort, et c'est à cause d'un animal dans un troupeau qu'on va pouvoir comprendre que éventuellement d'autres animaux ont été intoxiqués, et puisqu'ils sont tous dans le même mode de vie, on va dire, et on va pouvoir, sur ces animaux qui ne présentent pas encore de troubles nerveux, une fois identifié l'intoxication, essayer d'améliorer leur état, hein, et d'attendre, parce que le foie se régénère. Donc le traitement va être de soutenir la fonction hépatique, de surtout ne plus donner de sénescence, de donner une ration euh, pas trop riche en énergie et en protéines, et d'attendre dans le temps. Bien, autre plante jaune qui pose des soucis, qui pose vraiment de gros soucis pour les personnes qui ont eu un cheval qui a envie de consommer cette plante, la porcelle enracinée, qui est responsable du Harper australien. Alors la porcelle enracinée, ça ressemble à un pissenlit, sauf que par rapport à un pissenlit, la tige est souvent un petit peu plus grande, moins creuse, elle est divisée. Les capitules de fleurs jaunes sont plutôt un petit peu plus petites, et les feuilles ici de la base sont rugueuses, moins découpées qu'un pissenlit. Alors cette plante s'est étendue depuis 2003 en France, et a généralement survécu, on va dire, après cette extension massive qui a eu lieu pendant la sécheresse, et on en retrouve un peu partout en France, alors pas forcément des quantités astronomiques. En particulier, il y en a beaucoup moins dans les régions où il pleut énormément, mais cette plante reste à bas bruit en permanence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les animaux qui ont consommé cette plante en consommeront toujours. On a mis en évidence une addiction à cette plante. Donc, un animal qui en consomme, qui a éventuellement été malade, qui a présenté du RP, ne devra plus jamais être en présence avec cette plante, et peut s'intoxiquer, mais avec des quantités très très faibles dans une prairie. Ce qui pose un vrai souci au propriétaire de cheval, qui a un cheval qui aime cette plante, qui va devoir demander à chaque endroit où on met son cheval de faire très très attention qu'il n'y ait pas une seule de ces plantes qui traîne. Bien, donc cette plante provoque ce mouvement de Harper, qui est en fait une paralysie de l'extension des membres. Alors du coup, les membres sont fléchis. Dans ce cas qui est très grave, l'animal n'arrive même plus à marcher, hein, il bondit comme un lapin. Ici, c'est beaucoup plus fréquent, c'est-à-dire que le mouvement de Harper occupe les deux postérieurs, mais pas en même temps, parce qu'évidemment, dans cette position, c'est pas facile de rester debout. Et le problème de cette maladie, c'est que donc non seulement les animaux qui sont intoxiqués ont envie d'en consommer après systématiquement, mais en plus la guérison apparente met énormément de temps. La plante est toxique et dans l'herbe et dans le foin, et il n'y a pas de traitement à proprement parler. On peut aider l'animal en diminuant ce mouvement d'hyperflexion, soit en réalisant une intervention chirurgicale, soit en donnant un traitement
qu'il faut demander au vétérinaire, parce qu'il s'agit d'un produit humain qu'il faut faire préparer pour diminuer ce mouvement de spasticité, avec donc de la phénitoïne. Il est vraisemblable, vu ce qu'on a observé sur des animaux de propriétaires, que l'animal, même s'il finit par trouver des moyens de compenser, on va dire, un peu son, comment dire, son, son problème, eh bien, ne guérit jamais complètement. C'est-à-dire que lors d'un stress, des animaux qui semblent guéris depuis des années, eh bien, souvent peuvent avoir un ou deux ou trois mouvements de harpée. Donc, il faut faire très attention à l'utilisation de ces animaux, puisque ça peut être dangereux si on les monte. Alors, en fait, il faut quand même les monter, mais il faut faire attention à les monter dans des circonstances, on va dire, qui ne génèrent pas de danger. Bien, si vous m'avez bien suivi, ce qui est important, c'est de faire attention à vos prairies, surtout si vous êtes dans des régions où l'herbe a du mal à pousser. En effet, l'herbe, c'est-à-dire les graminées, sont toujours en concurrence avec les autres plantes. Et s'il fait trop chaud, si l'herbe enfin, s'il fait sec, s'il fait chaud, s'il y a beaucoup de piétinement par les animaux, eh bien, il va falloir en particulier renforcer cette prairie. Par exemple, il n'est pas forcément obligatoire de la labourer, on peut simplement rajouter des semis de graminées. Il faudra favoriser ces graminées eh bien, en mettant éventuellement de l'engrais, de l'eau. Il va falloir faucher les refus parce que lorsque les chevaux refusent une plante qui est toxique, eh bien, si on ne la fauche pas, eh ben, elle va finir et continuer son évolution jusqu'à la fructification. Donc, on lui donne les moyens justement de se disséminer, de s'étendre dans la prairie. Il faut éviter aussi les secteurs qui vont être négligés par les animaux, comme les secteurs qui vont être souillés par des crottins. Donc le mieux pour avoir plus d'herbe si c'est nécessaire va être de ramasser les crottins et d'éviter le surpâturage, puisque c'est à ce moment-là que les animaux vont éventuellement consommer des plantes qu'ils n'auraient pas consommées. En conclusion, eh bien, il y a quelques plantes dans celles que je vous ai citées qui font partie des plantes pour lesquelles il y a des programmes de lutte, en particulier le Sénesson du Cap. Au jour d'aujourd'hui, la loi est très imprécise et très insuffisante quant à la commercialisation de matières premières, dont du foin, qui contiennent certaines plantes toxiques. Alors, ce texte de loi est en relecture, en modification, mais le plus gros souci serait éventuellement enfin la meilleure idée, on va dire plutôt, serait de créer un label ou alors de travailler avec des fournisseurs de foin qui sont capables, connaissant leurs prairies, connaissant les traitements qu'ils ont impliqués. Ils ont impliqué par exemple des engrais, ils ont impliqué des herbicides, ils ont fait très attention, de vous vendre des foins sans plantes toxiques. Évidemment, ça a un coût et donc il faudra supporter ce coût, bien sûr, dans les achats. Alors je pense que suivant les régions, le problème est un petit peu différent. Les régions où il pleut plus, Normandie, Bretagne, et classiquement, et autres régions, hein, il n'y a pas que la Normandie et la Bretagne, je suis désolée, où l'herbe pousse facilement, ben, on n'a peut-être pas forcément besoin d'aller jusqu'à développer ce type de label, mais pour ceux qui sont dans des régions sèches et chaudes, on sait aujourd'hui qu'un des plus gros problèmes que l'on a lorsqu'on est utilisateur de chevaux est de trouver du foin, parce que même si on a des bonnes prairies, ça ne va pas suffire toute l'année, trouver du foin qui ne contienne pas de plantes toxiques.